Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Savoir Université Laurentienne à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Edra Fechner et je suis agente de liaison à l'Université Laurentienne à Sudbury en Ontario. Ça me fait le grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la prochaine heure. De 3 à 4 fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposent un thème qu'ils et elles discuteront avec vous. Nous avons quelque chose pour vraiment tous les goûts, que ce soit les trous noirs, les carrières en santé, le Super Bowl et encore plus. Donc, avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Pour les questions, vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin. Vous pouvez nous les envoyer par écrit pendant la présentation. Donc, vous pouvez faire cela au bas de votre écran. Vous aurez l'option converser ou chat. Donc, vous pouvez ouvrir cela et nous écrire vos questions pendant la présentation. Toutes les questions sont bonnes et on va les répondre un à la fois. Nous aimerions reconnaître aussi le traité Robinson-Huron de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations Attigameksheng, Anishinaabe et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle de la Première Nation de Wahnapitae. Donc, si vous voulez aussi, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville et en quelle année que vous êtes. Et pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, n'hésitez pas à allumer votre caméra. J'aimerais noter que ce webinaire est enregistré. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter la professeure Roxane Bélanger. Roxane est professeure agrégée à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne. Elle s'intéresse au développement du langage et de l'identification des enfants avec un trouble de développement du langage. Donc, sans plus tarder, je vous présente et je vous passe la parole à Roxane. Bonjour, vous m'entendez bien? OK, good. Donc, c'est ça, je m'appelle Roxane Bélanger et je suis orthophoniste. Je vais partager mon écran ici. J'espère que je vais être capable de garder la fonction chat. Là. Je pense que j'avais réussi quand j'étais seule dans l'autre salle. Je pense que ça va. OK. Est-ce que tu pourrais taper quelque chose pour voir si je peux le voir? OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, je suis professeure à l'École d'orthophonie. Je suis diplômée de l'Université Laurentienne et de l'Université d'Ottawa. Puis, je suis orthophoniste depuis 2002. J'ai surtout travaillé au Centre de traitement pour enfants, Sudbury, qui fait partie de l'hôpital Horizon Santé Nord. Mais j'ai aussi travaillé un petit peu au Centre Mackay à Montréal et toujours avec la population préscolaire. So, mon but principal, c'est de vous faire voir aujourd'hui le continuum entre la communication chez le tout petit bébé et le succès à l'école plus tard. Puis évidemment, je vais aussi vous parler du rôle de l'orthophoniste là-dedans. So, je vais vous poser des questions ici et là, puis je vous encourage de participer. C'est un petit peu plus intéressant pour moi si je vois les commentaires des autres. Donc, soit avec votre micro si vous voulez ou avec la fonction chat. So vous pouvez répondre aux questions ou tout simplement poser des questions à n'importe quel temps ou durant la présentation. Donc, la première question que j'ai pour vous est pas mal simple. Un instant, je vais la trouver ici. Oups. C'est comment est-ce que les gens communiquent? So, surtout de nos jours, il y a multiples façons que les gens communiquent. Puis je me demandais si vous pouvez prendre quelques minutes pour réfléchir et m'en donner quelques-unes. So, le plus évident serait... Quelqu'un? Absolument, c'est la communication verbale. Donc, ici, vous voyez un exemple de deux personnes qui se parlent. Et langue des signes, excellent. So, ça, c'en est un autre qui apparaît. Il y a le non-verbal. Wow, il y a quelqu'un qui est comme expert là. So, on a l'écriture, la technologie. Oui, absolument. So, je vais faire apparaître mes petites images là ici. Puis vous voyez que vous avez tout à fait raison. Donc, même si la plupart du temps on se parle de façon verbale, on peut aussi écrire, on peut aussi utiliser des gestes ou les langues des signes. On utilise la technologie de plus en plus aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'on peut communiquer même avec la musique. Ça c'est pourquoi j'ai ajouté l'icône avec la musique.
Et encore plus commun maintenant, c'est des pictogrammes ou les fameux emojis ou les emoticons. Donc, oui, il y a quelqu'un qui a écrit emoji, merci. Donc, il y a beaucoup de façons, évidemment, qu'on peut communiquer. Puis, je dirais que plus la technologie vient partie courante de notre vie, plus les modes qui sont écrits ou par les images deviennent de plus en plus communs. Quand je parle de la communication, je parle de l'habileté soit à partager un message. Peu importe le mode. Ici, vous voyez en orthophonie ce qu'on appelle des modes de communication. C'est soit de partager un message ou de comprendre un message. Puis dans le monde orthophonique, on parle du langage réceptif, comprendre, puis le langage expressif et parler. Donc, ma prochaine question pour vous, c'est est-ce que les bébés peuvent communiquer? Donc, avant même avoir appris des mots, est-ce que c'est possible pour les bébés de communiquer? Donc, moi, je suis chercheur et comme chercheur, j'étudie la communication chez des petits-enfants comme ça. La façon qu'ils apprennent à parler et ce qui se passe lorsqu'ils ont de la difficulté à communiquer. Vous voyez ici des enfants qui sont très jeunes puis ils n'ont pas encore de mots. Est-ce qu'ils peuvent communiquer? Pensez-vous un oui ou un non? Ah, il y a quelqu'un avec un bébé. Oui, j'ai un bébé et il communique avec des pleurs, des sons et des gestes, absolument. Puis j'ai une petite vidéo que j'aimerais vous montrer. C'est vraiment une de mes vidéos préférées. Je le montre dans le cadre de mes cours au baccalauréat puis à la maîtrise en orthophonie. Puis j'aimerais que vous remarquiez comment ils communiquent. Donc, on vient de parler des différents modes de communication. Qu'est-ce qu'ils font, ces petits bébés? OK, donc on pourrait continuer. La vidéo est quand même pas mal longue. Ça se continue pour environ 2 ou 3 minutes. Donc, vous avez absolument raison. Les bébés sont capables de communiquer, puis on le voit ici. Hein, ils communiquent dans leur langage. Oui, absolument. Ils n'ont utilisé aucun mot. En fait, c'était une syllabe, da, 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 da. Et ils ont réussi à avoir une petite conversation. Puis en les observant, on est capable de même estimer de quoi ils parlaient. Donc, évidemment, ça semblait avoir à faire avec les bas, parce qu'il y en avait un qui avait des bas, l'autre, il n'y avait pas de bas. Ils se montraient les pieds. Ils trouvaient ça très drôle. Et ils parlaient dans leur petit langage. Donc, ça, ce sont 2 jumeaux, évidemment, et c'est pas mal commun pour des jumeaux d'utiliser leur propre petit langage jusqu'à temps qu'ils acquièrent des mots, mais ça s'observe aussi chez des enfants qui ne sont pas des jumeaux, évidemment. Donc là, avec ces petits-enfants ici, on voit plein de choses. Des expressions faciales, ils sont en train de sourire, ils sont en train de rire. Le contact visuel est super important. Donc, ils se regardent un à l'autre. Ils font des gestes, ils trouvent ça drôle, ils pointent. Il y a du babillage, le da, 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 da. Donc ça, ce sont tous des précurseurs qui sont super importants à la communication. Et nous, comme orthophonistes, lorsqu'on est en train d'évaluer des enfants qui sont très jeunes comme ça, on va aller voir si l'enfant a ou quelles sont les habiletés de l'enfant dans tous ces modes-là. Une autre chose qu'on n'a pas vraiment vu ici, c'est le jeu. Le jeu est aussi un important précurseur à la communication parce que c'est par l'entremise de jeu que les enfants vont apprendre sur le monde. Ils vont apprendre par l'entremise des jouets, les caractéristiques des objets, les choses qui tombent, les choses qui roulent. C'est donc un précurseur important aussi au niveau du développement. Donc, si moi, j'étais en train d'évaluer ces 2 jumeaux-là, puis j'étais capable de voir qu'ils avaient tous les précurseurs à la communication, je suis beaucoup moins inquiet qu'un enfant qui n'avait pas ces habiletés-là.
Mais, cela étant dit, ça ne veut pas dire que les enfants qu'on vient de voir dans la vidéo ne vont pas développer plus tard de la communication, un retard de la communication. Puis c'est ça qui fait que le travail de l'orthophoniste, surtout avec la population préscolaire, c'est un travail qui est un petit peu difficile. Parce que certains enfants semblent être sur la bonne piste et plus tard, ils développent des retards. Puis l'inverse est aussi vrai. On va voir certains enfants qui semblent avoir des retards et qui se rattrapent par l'âge scolaire. Puis ça, c'est dû au fait que le langage ou le développement du langage, ce n'est pas un processus complètement linéaire qui part de la naissance et qui aboutit à l'âge d'adulte. C'est surtout un processus de montagne et de vallée. Donc, si moi, je suis en train d'évaluer un enfant dans une vallée, je peux l'évaluer quelques mois plus tard, puis boum, il a fait plein de cheminements, puis il s'est rattrapé à ce où il est là où il devrait être. Donc, quelques petites données sur le langage. Donc, la communication précoce, c'est une habileté que les enfants acquièrent de façon très rapide. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui se font auprès de populations francophones, mais ferme la porte, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai des enfants chez moi aussi. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont faites auprès de populations francophones, mais là, je vous en présente quelques-unes. Donc, puis, encore moins qui se sont faites en Ontario et dans d'autres provinces. Donc, la plupart des données que nous avons sont auprès des enfants qui sont francophones, mais vivant au Québec. Là, vous voyez ici, dans une étude à 24 mois, les enfants les plus faibles avaient un vocabulaire de 120 mots. Le vocabulaire moyen de tous les enfants était de 303 mots, puis les enfants avec le vocabulaire plus avancé avaient 500 mots. Là, vous voyez la très grande variabilité. Donc, de 120 mots à 500 mots à 24 mois, c'est très, très grand. Ensuite, à 30 mois, les enfants les plus faibles avaient quand même acquis beaucoup plus de mots. Donc là, on voit 365. Les mots moyens, c'était 518 mots, puis les enfants les plus avancés avaient 625 mots dans leur vocabulaire. Là, vous voyez que tout le monde ont fait des acquis, puis ont appris des nouveaux mots. Mais que la variabilité à 30 mois, elle est moins grande qu'elle était à 24 mois. Puis c'est un petit peu pour vous démontrer l'aspect de la colline, là. Donc, plus les enfants sont vieux, plus les données sur le développement du langage sont uniformes. Okay. Donc là, j'aimerais vous parler un petit peu des facteurs qui influencent le développement du langage. Donc, qu'est-ce qui fait que certains enfants ont 120 mots, puis d'autres enfants du même âge ont 365 mots? Heureusement, il y a plusieurs chercheurs qui s'intéressent au développement du langage, et cela dans plusieurs différentes langues. Donc, si on prend toutes ces recherches-là ensemble, on sait que les gènes sont vraiment importants. Donc, si ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur ou ta tante avait des difficultés à apprendre à communiquer ou avait des difficultés d'apprentissage, il y a plus de chances que toi aussi tu auras des difficultés. On sait aussi que l'environnement est important. Donc, si la maman a des difficultés pendant la grossesse, si l'enfant est né prématuré, s'il y a de l'exposition aux toxins et le milieu socio-économique dans lequel l'enfant grandit, ça aussi, ça va faire de sorte que certains enfants sont plus à risque de retard que d'autres. Ensuite, le cerveau est aussi important. Même, celui-là est supposé d'apparaître plus tard. Je vais j'ai oublié l'image pour les parents, excusez. Avant de parler du cerveau, je vais vous parler des parents. On sait que les parents sont importants. Donc, les parents qui parlent plus à leurs enfants et qui interagissent, qui jouent plus avec leurs enfants, qui lisent plus de livres à leurs enfants, vont avoir des meilleures capacités langagères. Mais encore, point très important, ça ne veut pas dire que les retards, c'est la faute des parents. Parce que même chez les familles où il y a beaucoup de stimulation au niveau du langage, le cerveau est important. Donc, ça m'apporte le cerveau. Donc, il y a, pour des raisons qu'on comprend moins bien, peut-être c'est l'interaction entre les gènes et l'environnement, ou l'interaction entre les gènes et le cerveau, les parties qui sont responsables de la compréhension et de l'expression que vous voyez ici, là, on voit le cortex auditif,
Ensuite, les aires de Broca et de Wernicke, ça c'est pour la compréhension et la production de la parole. Le cortex moteur pour être capable de produire une parole. Chez certains enfants, ces aires-là ne sont pas aussi développées ou ne fonctionnent pas avec autant d'efficacité. Et donc voilà, que même chez les familles où les parents stimulent beaucoup leur enfant, on peut observer un enfant avec des retards. Ensuite, même le sexe est important ou le genre est important. Donc, durant les années préscolaires, on voit qu'il y a plus de garçons que de filles qui ont des retards au niveau du langage. Mais qu'arrivé à l'âge scolaire, ça aussi, ça se stabilise, puis là, la proportion est plus semblable. Donc, tout ça pour dire que c'est un système qui est très complexe et c'est vraiment l'interaction de tous ces facteurs-là qui vont déterminer si l'enfant développe un langage typique ou aura des retards. Puis j'ai ici une autre petite vidéo que je voulais vous montrer. Ça a paru récemment, c'est devenu un peu viral. Puis je pense que ça démontre vraiment bien le rôle du parent dans le développement du langage. So là, je vais vous montrer une interaction entre un papa et son enfant. Puis j'aimerais vous demander encore d'essayer de remarquer qu'est-ce que le papa fait qui aide l'enfant à développer sa communication. They need to work on that, right? Yes, okay. Did you understand it though? No. Okay. All right. Uh-huh. Oh, no. Not this one. This is the finale of this. Yeah, that's right. That's what I was wondering. I don't know what they're going to do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Oh, yeah. You're right. Don't bring that in. You know what I'm saying? Don't do the same stuff. You know what I'm saying? Yeah, I was like that. Yeah. Like, go somewhere else with that, but don't bring it. You know what I'm saying? Yeah. OK, donc qu'est-ce que le papa fait? Donc, quelqu'un a écrit que papa, il regarde le bébé, absolument. So, le contact visuel est super important. Il questionne, donc il pose des questions à son enfant, puis ils prennent chacun leur tour, absolument. So, ça, ce sont tous des concepts super importants. Merci, quelqu'un a aussi remarqué qu'il interprète. Donc, lorsqu'un bébé commence à parler, ça ne va jamais faire du sens. Il est en train de babiller, il fait des sons, puis c'est seulement l'interprétation des parents sur ce que l'enfant dit qui va permettre à l'enfant de formuler un sens. Donc, quand l'enfant dit « pas » et le papa interprète comme « papa » ou le bébé dit « ba » et on peut dire « bal », c'est comme ça que le cerveau se développe, ça stimule le cerveau et l'enfant commence à faire le lien entre les bruits qu'il fait et les mots que ça représente dans le monde. Exactement. So, plus le papa stimule son langage comme ça, plus il va apprendre des mots et plus son langage va se développer. Donc, le parent joue évidemment un rôle super important au niveau du développement du langage. Mais encore une fois, je reviens un petit peu à la complexité du rôle de l'orthophoniste en préscolaire, et je l'ai déjà dit auparavant, que les enfants qui semblent aller bien peuvent développer des retards plus tard, et les enfants qui semblent avoir des retards peuvent se rattraper à l'âge scolaire. Puis il y a une étude qui a été faite qui est super importante en Australie, en Victoria, parce que elle a étudié toute la population des enfants d'âge préscolaire. Donc, tous les enfants en Australie, moins de 5 ans, ils les ont surveillés au fil du temps. Puis c'est seulement avec des études qu'on appelle populationnelles comme ça qu'on est capable d'avoir un vraiment beau portrait de ce qui se passe dans un pays. Puis ce que vous voyez ici, c'est qu'à 2 ans, il y en avait 19% qui avaient des retards et 81% qui avaient un développement typique. Mais parmi ceux qui étaient en retard, puis là, vous voyez à la droite, à 4 ans, seulement 5% à l'âge scolaire avaient un retard, tandis que 14% s'étaient rattrapés. Et l'inverse a aussi été observé. Donc, chez les enfants qui avaient un développement typique à 2 ans, à 4 ans, il y avait 6% des enfants qui n'avaient pas continué leur développement comme on devrait observer, puis qui avaient maintenant des retards.
Donc, c'est ce qui fait difficile le rôle de l'orthophoniste durant la période préscolaire parce qu'on surveille puis on s'inquiète, mais on ne sait pas si l'enfant va se rattraper ou non. Et ça m'apporte un petit peu au but de la présentation, là, et c'est le lien entre le babillage et le succès académique. Donc, ça semble un petit peu bizarre. Pourquoi est-ce que les capacités de l'enfant à babiller à l'âge d'1 an ou 6 mois, comment est-ce que ça a un lien avec le succès académique? Mais c'est parce qu'il y a un continuum entre ce babillage-là et le succès académique, puisque c'est ça que j'aimerais vous montrer maintenant. Donc, c'est super important de surveiller le développement du langage chez les jeunes enfants, surtout évidemment ceux qui ont des retards, parce qu'on sait que les enfants qui ont des retards au niveau du langage ont souvent démontré peu d'intention de communiquer. Donc, pointer, saluer, essayer de prendre des objets, faire des requêtes. Donc, les enfants qui ont des retards de langage à l'école ont souvent démontré peu d'intention. Et ils ont souvent aussi utilisé peu de gestes et souvent, ils ont babillé peu ou tardivement. So, les parents vont dire, « Oh, il était tellement silencieux comme quand il était un enfant. » Ou les enfants ont babillé à temps, comme à 6 mois, habituellement, c'est quand on commence à observer ça, mais ils produisaient peu de différents sons. Donc, quand les enfants sont très, très jeunes, on s'attend à voir le P, le B, le M. Ça, ce sont les premiers 3 sons à se développer. Et plus l'enfant grandit, plus on s'attend à voir des différents sons. Donc, le T, le D, le M, le F, le V. So, chez les enfants qui ont des retards du langage à l'école, souvent les parents vont aussi rapporter qu'il y avait des difficultés à produire des sons au niveau de la parole. Puis ça a un lien direct sur le vocabulaire précoce de l'enfant. Parce que si on a peu d'intention de communication, si on utilise peu de gestes, si on babille peu ou si on ne produit pas beaucoup de sons comme un enfant, on a tendance à avoir un vocabulaire qui est plus petit. Donc, ces enfants-là ont tendance à apprendre des nouveaux mots à un rythme beaucoup plus lent. Donc, ils seraient dans la diapo que je vous ai montré avant à la gauche, là, avec le nombre minimum de mots. Ces enfants-là requièrent aussi beaucoup d'exposition ou plus d'exposition à un nouveau mot pour l'apprendre. So, pour un enfant typique, je peux répéter un mot 5 ou 6 fois. Je peux dire balle, 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 5 ou 6 fois à 5 ou 6 différents moments, hein, puis l'enfant va le comprendre. Mais chez les enfants qui ont un retard du langage, ils ont besoin d'entendre ce mot-là 30 fois, 40 fois afin de l'apprendre. Les enfants qui ont ces caractéristiques aussi ont tendance à utiliser un vocabulaire qui n'est pas spécifique. So, parce qu'ils n'ont pas un gros vocabulaire, ils vont utiliser des mots comme chose, ou ils vont dire des ciseaux, ils vont appeler un couteau un ciseau, ils vont appeler n'importe quoi qui est tranchant, ils vont dire que c'est un ciseau. Puis, ces enfants ont surtout de la difficulté avec des mots qui sont plus abstraits, comme les verbes, ou des mots qu'on ne peut pas voir, comme vide, penser, humilité. Ça, ce sont tous des mots qui sont complexes et difficiles à représenter de façon mentale. Et les enfants qui ont babillé tard ont tendance à avoir de la difficulté avec ces mots-là aussi. Donc, ça, c'est le premier lien, donc le lien entre le babillage puis le vocabulaire. Maintenant, je vais vous parler du lien entre le retard du vocabulaire et le succès académique. Donc, si on fait un petit fast-forward, et ces enfants sont plus vieux, donc ils vont commencer l'école, mais ils ont quand même un pauvre vocabulaire où ils ont ce qu'on appelle des difficultés phonologiques, donc des difficultés à produire tous les sons de la parole. So, ces enfants-là ont tendance à avoir une pauvre acquisition de la grammaire. Donc, ils ont de la difficulté avec les pronoms, de savoir que il, c'est un garçon, de savoir que elle, c'est une fille. Ils ont aussi de la difficulté avec les temps de verbe. Donc, de savoir que quand c'est le présent, je vais dire « je mange », versus quand je parle de hier, le passé composé, je vais dire « j'ai mangé ». Évidemment, s'ils ont de la difficulté à produire de la grammaire, ils peuvent aussi avoir de la difficulté à comprendre la grammaire. Ils ont aussi une pauvre conscience phonologique. Donc, je vais vous parler de la conscience phonologique dans la prochaine diapo, là. Mais la conscience phonologique, c'est une habileté super importante à la lecture puis à l'écriture. Puis ça, c'est l'habileté à manipuler des sons. Donc, si vous avez des jeunes enfants ou si vous vous souvenez il y a longtemps, lorsque vous étiez en maternelle, pour pratiquer la conscience phonologique, ce qu'on faisait, c'est on comptait des mots.
je mange une pomme. On peut aussi compter des syllabes, répéter, chanter, et on peut aussi manipuler les syllabes. Si moi je demande à l'enfant, prends le mot chanter et enlève chant, qu'est-ce qui reste? L'enfant devrait être capable de dire T. Donc, ce sont des habiletés qu'on appelle de conscience phonologique et la recherche a démontré qu'il y a un lien super important entre la conscience phonologique et le succès académique. Donc, chez les enfants qui sont arrivés à l'école avec un pauvre vocabulaire, maintenant ont des difficultés avec la grammaire et avec les prix requis à la lecture et à l'écriture, ces enfants-là, lorsqu'on les évalue, ils ont tendance à utiliser des phrases qui sont plus courtes, évidemment, et ils n'utilisent pas des phrases qui sont complexes, donc des phrases qui sont longues avec plusieurs idées. Ils ont aussi de la difficulté à répondre et à comprendre des questions qu'on leur pose en salle de classe. Puis ils ont de la difficulté à raconter une histoire. Même à l'entrée scolaire, à 4 ans, un enfant devait être capable de raconter une petite histoire courte avec quelques éléments. Donc, je suis allée à l'école, j'ai joué avec mes amis, j'ai dîné, j'ai joué dehors, puis ensuite l'autobus m'a rapporté à la maison. Mais chez les enfants qui ont des retards au niveau du langage, ça, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Est-ce qu'il y a des choses qui ne font pas du sens? Quelque chose que je devrais clarifier? Non? OK. Oh, OK, merci. OK. Donc, on a passé du babillage au vocabulaire, à l'emploi de phrases et la compréhension de questions. Donc, on va passer à la prochaine, le prochain, disons, élément là, sur le continuum. Puis, c'est un retard du langage. Donc, là, on a un enfant qui a des difficultés à plusieurs niveaux. Ce qu'on sait, c'est que la clé du succès académique, comme j'ai dit, oh non, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, c'est les connaissances relatives au langage oral et écrit. Donc, le langage oral et écrit est super important à l'école et les enfants qui ont des difficultés à ce niveau-là et qui ne sont pas capables de se rattraper ont tendance à avoir plus de défis à l'école. Donc, ces habiletés constituent vraiment la base de la réussite dans toutes les matières scolaires, donc importantes matières scolaires, ainsi que la vie sociale d'un individu. Sur les enfants qui ont des difficultés au niveau du langage ou les habiletés en maternelle, c'est aussi on évalue les enfants en maternelle, on voit que ces habiletés-là peuvent prédire les futures habiletés de l'enfant, même 11 ans plus tard. Puis, parmi les habiletés en langage étudiées, celles qui ont le plus d'impact sur le rendement en lecture, c'est la richesse du vocabulaire puis la conscience phonologique. Donc, la conscience phonologique est super importante pour être capable de décoder des mots. Puis, la richesse du vocabulaire est importante parce que lorsque l'enfant réussit à décoder un mot, il doit comprendre et connaître ce mot-là pour être capable de connaître la signification. Donc, la richesse du vocabulaire à l'âge préscolaire détermine le succès des études au primaire, au secondaire, au collège et même à l'université. Donc, c'est pas mal puissant, les habiletés à 4 ans et comment ces habiletés-là sont capables de prédire le futur développement de l'enfant. Sur les enfants qui ont un vocabulaire insuffisant à l'oral, ça a tendance à continuer à aggraver les difficultés au niveau du langage oral et au niveau de l'apprentissage de l'écriture et de l'écrit. Puis malheureusement, le simple fait de fréquenter l'école, donc on penserait que l'enfant a des difficultés, là, il va fréquenter l'école, il va avoir beaucoup de stimulation au niveau du langage, il va être capable de se rattraper. Mais le simple fait de fréquenter l'école ne permet pas de réduire l'écart entre les forts au niveau du vocabulaire et les faibles. Au contraire, ce qu'on observe, c'est que cet écart se maintient et s'agrandit au fil du temps. Parce que, comme je vous ai dit auparavant, pour des raisons qu'on ne comprend pas, le cerveau ne fonctionne pas de façon aussi efficace. Et parce que l'enfant n'apprend pas au même rythme que les autres, le retard continue à augmenter. Puis ça devient comme un cycle vicieux. Donc, les étudiants qui sont faibles au niveau du langage oral ont tendance à être des faibles lecteurs. Et ils vont lire beaucoup moins parce que c'est difficile pour eux. Tandis que les enfants qui sont forts au niveau du langage vont apprendre à lire, vont être des lecteurs plus efficaces. Ils vont plus lire parce qu'ils aiment ça.
Puis là, parce qu'ils voient beaucoup de mots correctement orthographiés, ils sont capables d'apprendre à bien les écrire de façon plus rapide. Bon. Et voilà pourquoi ce qui m'intéresse, c'est les enfants d'âge préscolaire. Parce que je sais que les difficultés qu'on voit à l'âge scolaire on peut aider ces enfants-là à l'âge préscolaire. Je préférerais beaucoup travailler avec un enfant préscolaire pour essayer de prévenir les difficultés ou essayer de réduire l'écart entre l'enfant qui est fort et l'enfant qui est faible. Plus on peut identifier tôt les retards de la communication, plus on est capable d'aider ces enfants-là et leur famille. Donc, soit se rattraper, donc ça c'est vraiment l'idéal. Ce que j'aime voir, c'est qu'un enfant se rattrape avant l'âge scolaire. Ou même chez les enfants qui vont toujours avoir des difficultés au niveau du langage, de faire de sorte qu'elles sont plus petites. Puis les recherches à ce sujet ont montré que le plus grand impact s'observe avant l'âge de 5 ans. Donc, comme éducateur, comme orthophoniste, comme professionnel de la santé, on peut plus aider les enfants avant l'âge de 5 ans. Ces enfants, ceux qui se sont rattrapés ou qui auront des retards qui sont moins sévères, seront plus aptes à réussir à l'école, qui veut dire qu'ils seront plus aptes à poursuivre des études postsecondaires, qui va faire de sorte qu'ils vont décrocher de meilleurs emplois, puis qui vont développer une plus grande indépendance. Donc, voilà, c'est un petit peu la fin du continuum. Les autres raisons pour lesquelles je m'intéresse à ces populations-là, c'est parce que il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a quelques études qui ont été faites sur des adultes qui, à l'âge scolaire et préscolaire, avaient des difficultés au niveau du langage. Puis ce que ces études-là, ou même comme à l'âge scolaire, ce qu'on observe, c'est dans une salle de classe de 30 étudiants, il y a 2 enfants avec un trouble développemental du langage. Un trouble du langage, c'est maintenant des difficultés qui vont persister. Donc, l'enfant n'a pas eu la chance de se rattraper et il va probablement toujours avoir de la difficulté au niveau du développement du langage. On appelle ça un trouble développemental du langage. Puis, ces enfants sont plus à risque d'avoir des difficultés, comme j'ai dit, au niveau de la lecture et de l'écriture. Et ils sont ensuite plus à risque de ne pas terminer leurs études secondaires. Ou s'ils terminent leurs études secondaires, ils ne vont pas continuer et soit aller à l'université ou au collège. Puis en effet, on estime que seulement 4% des enfants qui ont des difficultés sévères au niveau du langage vont terminer leurs études secondaires. Ce qu'on sait aussi tout au long de l'âge scolaire et en adulte, c'est que ces enfants-là, au côté social et interpersonnel, ces enfants-là ont plus de chances d'avoir une pauvre estime de soi et avoir de la difficulté à se faire des amis. Puis, ce qui est le plus inquiétant, puis ça, c'est des recherches qui sont quand même assez nouvelles, démontrent que les personnes qui éprouvent des problèmes en lecture et d'écriture et le succès académique s'intègrent plus difficilement à la société. Puis cela s'observe par le fait que les personnes qui ont des difficultés au niveau du langage sont surreprésentées parmi celles qui ont un dossier criminel. Donc en anglais, on appelle ce phénomène-là the classroom to prison pipeline. Donc il y a des orthophonistes qui s'intéressent aux gens qui sont incarcérés ou qui ont un dossier criminel, puis qu'un grand pourcentage d'eux ont des difficultés au niveau du langage qui n'ont pas été adressées et ces enfants ou ces adultes-là maintenant n'ont pas eu le soutien qu'ils avaient besoin lorsqu'ils étaient à l'école. Donc évidemment, c'est un continuum qui peut être très sévère. Je pense que maintenant, le système d'éducation est plus adapté et aide plus ces enfants-là qui ont des besoins, mais il reste que ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est un petit peu le contenu de ma présentation, de vous faire voir le lien entre le babillage et le succès académique et même ensuite le succès comme adulte. Évidemment, comme orthophoniste, moi je crois que la communication est super importante. Je vois une question, je vais juste finir ici, puis ensuite je vais revenir.
Donc, évidemment, je crois que la communication est super importante. L'habileté la plus importante vraiment que nous avons. Nous devons communiquer afin de se faire des amis, afin de résoudre des arguments, afin de poser des questions, de demander de l'aide. Mais surtout, nous devons communiquer pour apprendre davantage sur le monde qui nous entoure et pour essayer d'en faire un meilleur endroit. Donc, je vous encourage fortement de songer à la profession de l'orthophonie. Tant qu'à moi, c'est vraiment la meilleure profession au monde. On est capable de travailler avec des enfants de 0 à 100 ans et dans une variété d'organismes communautaires. Moi, j'ai déjà travaillé dans les pouponnières avec des petits bébés prématurés. On peut aussi travailler avec des centres de traitement pour enfants, dans des hôpitaux, dans des centres de réadaptation, dans les écoles, dans des soins de longue durée. On peut même avoir un cabinet privé et travailler avec toutes ces populations-là. Donc, j'ai mis ici nos médias sociaux, donc l'école d'orthophonie. Nous avons un groupe Facebook, nous avons un compte Instagram et aussi un compte Snapchat. Donc, si vous vous intéressez à l'orthophonie, suivez-nous et on a souvent des activités pour les étudiants ou pour les gens qui s'intéressent. Donc, merci d'avoir participé et désolé à ceux qui sont partis tôt là. Mais il y a une question. Est-ce qu'il y a des recherches qui disent d'être un deuxième de famille, un certain retard? Excusez-moi. Un deuxième de famille. Oui, donc on peut observer un enfant qui parle moins parce que l'enfant qui est plus vieux parle pour le deuxième. Mais on s'attend quand même à voir le cheminement typique au niveau de l'acquisition des mots. So, même s'il y a beaucoup de variabilité, on a quand même des normes assez définies par rapport au nombre de mots que les enfants devraient acquérir au fil du temps. Et même si l'enfant parle moins parce qu'il a un frère ou une sœur qui est plus vieux, on s'attend à quand même avoir plus ou moins cette acquisition-là typique. Est-ce que ça répond à la question? Ma mère dit que je parle tout le temps, ouais. Non, ça ne veut pas nécessairement dire que si tu parles tout le temps, tu vas être super bon à l'école non plus, là. Donc, c'est surtout le lien entre parler et avoir des difficultés au niveau du langage. So, si tu as pas des difficultés au niveau du langage, on va toujours avoir des forces et des faiblesses. Donc, peut-être mathématiques va être plus difficile, peut-être le français va être plus facile. Donc, ça, il y a vraiment beaucoup de variabilité au niveau des habiletés aussi. Oh, ben, merci beaucoup, Roxane. C'est vraiment intéressant. Puis moi j'ai des problèmes d'orthophonie quand j'étais enfant. Donc, juste la réflexion, tu sais, de voir le processus, puis peut-être qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais enfant, parce que moi, je m'en souviens pas vraiment. Mais je sais que ma mère me dit souvent moi-même que faut que je continue à pratiquer, faut que j'ouvre ma bouche, je prends mon temps. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce lien-là entre, tu sais, Babier et le succès académique. Donc ça, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va continuer à les prendre. Amélie a une question. Oui, OK. So, est-ce qu'on peut commencer à travailler tout de suite après le bac? Non. Donc, pour être capable de travailler comme orthophoniste, on a besoin d'une maîtrise en orthophonie. Donc, à l'Université Laurentienne, on a un bac en orthophonie. Donc, ça te permet c'est un bac qui est interdisciplinaire. Donc, tu suis des cours en linguistique, en psychologie, des cours au choix, mais il y a aussi des cours en orthophonie. Puis ça fait de sorte que notre maîtrise en orthophonie à l'université est moins lourde. Donc, dans toutes les autres universités, ils doivent prendre beaucoup de cours, les étudiants, et nos étudiantes à la maîtrise en prennent moins parce qu'elles en ont fait au bac. Donc, cela étant dit, avec un bac en orthophonie, c'est un bac interdisciplinaire. Donc, il y en a qui décident de ne pas poursuivre leurs études en orthophonie et il y en a plusieurs qui sont allés en travail social, en éducation, en counseling. Ils ont fait une maîtrise en psychologie. Donc, le bac, c'est vraiment comme un springboard, comme on dit, là, pour faire plein d'autres choses. Mais pour travailler comme orthophoniste, il faut une maîtrise. Donc, oui, il faut un bac en premier pour être capable de faire demande à la maîtrise. Donc, oui, 6 ans université. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre de plus en plus nos cours en ligne.
Nous avons plusieurs cours qui sont disponibles en ligne si vous venez pas de la région. Vous pouvez essayer de prendre un de nos cours pour voir si ça vous intéresse et si vous aimez ça. Et oui, il y a un ordre professionnel. Donc, on a un ordre des orthophonistes et des audiologistes de l'Ontario, donc l'OOAO. Et il faut être membre de l'OOAO pour être capable de pratiquer comme orthophoniste. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est juste un petit vidéo de ma propre fille, Olivia. Elle a, vous allez voir quel âge qu'elle a. Elle a maintenant 9 ans, donc c'est vieux. La vidéo, mais c'est sa fête et je lui pose des questions. Et là, vous voyez un petit peu le lien entre le vocabulaire, les phrases, mais aussi la compréhension. Donc, les choses qui sont complexes qu'elle ne comprend pas et les choses qui sont faciles qu'elle comprend. Donc, je vais jouer la vidéo. Si vous voulez rester, sentez-vous à l'aise de rester. C'est vraiment pas long. Puis après ça, ce sera tout. OK, bonjour. Bonjour. Quel âge as-tu aujourd'hui? 3 ans. 3 ans, hein? Comment t'appelles-tu? Olivia. C'est quoi ton nom complet? Olivia. C'est quoi tes 3 noms? Olivia. Olivia, Monique, Bud? Oui. Puis, c'est quoi le nom de ton papa? Jack. Jack, où est-ce qu'il travaille? Au party. Il travaille au party? C'est là où ton papa travaille? Party ou au bureau de dentiste? Ah, comment est-ce que s'appelle ta maman? La tienne. Oh, où est-ce que ta maman travaille? Au party. Au party aussi? Oh, avant on travaillait à la banque, puis là on travaille au party. Est-ce que maman travaille à l'université? Ah, ok. Est-ce que tu aimes papa? Pourquoi? La maman. Oui, pourquoi? Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu les aimes? Parce que quoi? Parce que je vais. Ah. Est-ce que tu as un frère ou une sœur? Un frère. Un frère, comment il s'appelle? Arizona. Oh, lui, il a quel âge? 5 ans. 5 ans. Est-ce que tu l'aimes, lui? Oui. Pourquoi? Hein? Parce que quoi? Parce que oui. Oh. C'est quoi ta couleur préférée? Rose violet. Oh, rose et violet. C'est quoi ta nourriture préférée? Violet. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est quoi ta nourriture préférée? Du poulet. Du poulet? Ça, c'est ta nourriture préférée? C'est pas du griot? Du gyro. Oh, c'est du griot ton préféré ou des œufs? Des œufs et du gyro si on peut. Oh, OK. Puis qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être grande? Où est-ce que tu vas travailler, toi? Une maman. Tu vas être une maman? Oh, avec des enfants? Combien d'enfants tu vas avoir? 3. 3? Oui. Toutes des filles? 3 filles? 3 garçons pour Zona. Oh, OK. OK, bye-bye. Bye-bye. Voilà. Merci. Oh, c'était cute. Donc, merci beaucoup pour la présentation, Roxane. Donc, c'est vraiment tout de notre côté aujourd'hui. On aimerait avoir, tu sais, votre interaction sur les webinaires. Donc, on a un petit sondage. Ça prend même pas 1 minute à remplir. Je vous envoie le lien tout de suite. Donc, le lien est dans le chat. Une petite minute max. Les réponses, s'il vous plaît, on l'apprécie grandement. Autre que ça, vous pouvez toujours rejoindre la professeure Roxane Bélanger par courriel. Son courriel est sur l'écran présentement. Donc, n'hésitez pas à lui écrire un petit message, une question ou deux. Peut-être c'est au sujet du programme d'orthophonie comme tel. Je sais qu'elle serait contente de répondre à ces questions-là. Et un petit rappel que 3-4 fois par semaine, à chaque semaine jusqu'à la fin du mois de juin, à midi jusqu'à 13h, on passe des webinaires. Donc, on a d'autres sessions, d'autres thèmes qui se passent. L'horaire au complet est sur notre site web www.laurentienne.ca/francophonie/savoir-UL. Et pour ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage sur les émotions et le stress durant la pandémie, vous pouvez nous joindre demain à midi. Donc, bon après-midi, à bientôt et merci d'être avec nous aujourd'hui.